Buenos días en Argentina, buenas tardes en Francia. Mi nombre es María Soledad Córdoba y junto a Axel Lázari, en calidad de directores del Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambiente de la Escuela IDAES, les damos la cordial bienvenida a este evento de lujo, coorganizado junto al Polo Formativo del Fin del Mundo. Un agradecimiento especial al protagonista de este encuentro, el profesor Bruno Latour. Es un honor realmente y un placer para nosotros este espacio de intercambio con uno de los pensadores contemporáneos más influyentes en el campo de la sociología y la antropología de la ciencia. También agradecemos la presencia de distintos investigadores de la Escuela IDAES, el apoyo en la comunicación de Hernán Briñardelo, el trabajo de traducción al español que estará realizando Walter Priston desde París, y muy especialmente a Pedro Munareto, estudiante del doctorado en Antropología Social de la Escuela IDAES, sin cuya intervención este encuentro no habría sido posible. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes. Solamente agregar a la presentación que hizo Soledad, contar dos cuestiones acerca del CESIA, del Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambientes. Es un espacio de investigación interdisciplinario que tiene la sede dentro de la Escuela IDAES. Ahí también se forman y se capacitan recursos humanos y se coproducen conocimientos en torno a cuestiones socioterritoriales, producción de identidades y cuestiones ambientales. En este encuentro en particular estarán dialogando con Bruno Latour, por una parte, Néstor Borri y Santiago Barrasi, del Polo Formativo del Fin del Mundo, y por otro, Rolando Silla, doctor en antropología, investigador del CONICET, miembro del CESIA y profesor titular de esta casa de estudios. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Néstor Borri, junto con mi compañero Santiago Barrasi, estamos aquí por la parte del Polo Formativo del Fin del Mundo. Es una iniciativa que surge a partir del acompañamiento y del asesoramiento a proyectos de desarrollo, de construcción de ciudadanía y de promoción humana, que hacemos en el marco de la actividad de una organización alemana que se llama Miserior. Saludo a Marco Bucar, que creo que nos estás escuchando desde Aachen, y que trabajamos con experiencias en el territorio, que trabajan lo ambiental, lo social y lo político. Y el Polo del Fin del Mundo es la idea de poner en forma y ampliar los diálogos que tienen que ver con generar un marco mayor para entender lo que nos está pasando en el doble sentido de fin del mundo. Lo hacemos de aquí, donde la Tierra termina, y lo hacemos en este momento tan crítico de nuestra historia, del planeta y de nuestros pueblos. La idea es compartir esa reflexión. Bien, n'est-ce pas, fin du monde, il n'y en a pas plusieurs. Non, c'est un singulier, mais avec un double sens. Bueno, el profesor Latour, bueno, es uno de los pensadores contemporáneos más influyentes, ¿no?, de la antropología y la sociología actual, en especial en el terreno de la ciencia y la tecnología, al cual obviamente le damos las gracias por haber aceptado esta reunión. O sea, como presentación fue docente en la Universidad de Berkeley, en la London School of Economics y en Mainz Paris Tech. En el 2013 recibió el prestigioso premio Holmberg. Entre sus libros podemos nombrar, por lo menos los que más me impactaron a mí, me gustaron, bueno, Nunca fuimos modernos, Reensamblar lo social, y especialmente Facing Gaia, ¿no? Bueno, que en español se tradujo como Cara a cara con el planeta. Ahora, lo cierto es que es un autor extremadamente prolífico, difícil a veces seguirlo por la gran cantidad de su producción, y lo que nos interesó en esta charla específica es justamente que una de las cuestiones de la que el profesor trata es la del cambio climático y la de la cuestión religiosa. Entonces, un poco en ese sentido nos interesó armar específicamente esta reunión. Pensamos esta instancia de diálogo con el profesor Latour, poniendo en contacto el discurso de la ciencia con el discurso de Francisco, del Papa Francisco, conectando mundos. No sabemos si el que termina es un mundo o son varios,
En todo caso, sabemos que necesitamos construir una conversación que nos permita atravesar el momento que vivimos y conectar distintos espacios. Y además de hablar de religión y ciencia, también esta conversación tiene que ver con el centro y la periferia. Y entonces una primera pregunta, doctor Latour, es: aquí en Latinoamérica todavía hay muchas deudas pendientes en materia de derechos básicos de los pueblos, y a veces no es fácil conectar, combinar, hablar de desarrollo económico y de hablar de cuidado del medio ambiente. Aparece el antidesarrollo, lo no desarrollista. Entonces, una primera pregunta, y lanzando un poco esta conversación, es cómo plantear alternativas que armen este tablero de otra manera, incorporando las desigualdades geopolíticas, pero también los desafíos comunes. Merci, et merci d'abord de cette occasion de parler à nos collègues argentins, et très content de parler avec des gens spécialistes de fin du monde, puisque depuis, nous n'avons jamais été modernes. J'ai toujours pensé que c'est dans cette situation que nous nous trouvions, de fin du monde moderne, et en même temps très content de parler de la relation avec le pape François, qui est votre compatriote. Je suppose qu'il faut faire des petites phrases pour pouvoir que vous puissiez traduire. Ah non, c'est en réel. Je n'ai pas à m'arrêter alors. Non, vous continuez normalement. La traduction est en simultané. Simultané, oui. Oui, exactement. Pardon, excusez-moi. Donc, peut-être on pourrait commencer la discussion à partir de Nestor Borri sur cette notion de centre et périphérie, puisque finalement, le renversement auquel nous assistons, c'est une inversion des rapports de centre et périphérie, puisque la périphérie maintenant représente en fait la règle, ce à l'intérieur duquel les pays dits anciennement modernes, disons l'Europe et l'Amérique du Nord, se trouvent en fait embedded, roulés ou intégrés. La réalisation de ce qu'on appelle la colonisation, de ce qu'on appelle l'exploitation, de ce qu'on appelle… Donc, centre et périphérie, c'était la relation dans laquelle on était, tant que, disons, l'horizon de la modernité dirigeait l'attention vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Il va de soi que maintenant que l'Europe et l'Amérique du Nord se trouvent roulées à l'intérieur, disons, pour le dire simplement, de Gaïa, des conditions limitées d'existence, que nous sommes confinés à l'intérieur de cette zone critique, ce que j'appelle zone critique, ce petit monde, la notion de centre et périphérie est remplacée par une situation de superposition. Et le fait que, pour prendre un exemple célèbre, le soja argentin, il est en Bretagne, en France, pour nourrir nos vaches et nos cochons. Donc, si je regarde la Bretagne, j'ai un morceau d'Argentine à l'intérieur, et si j'arrêtais géopolitiquement, pour des raisons de bonne écologie ou de bonne agriculture, de faire manger du soja à mes cochons et à mes vaches, nous aurions une bataille, une lutte géopolitique avec l'Argentine. Donc, la question centre et périphérie se transforme assez rapidement, j'ai l'impression, en une lutte généralisée sur l'occupation des territoires. Alors, la pensée postcoloniale a déjà beaucoup travaillé cette affaire, mais elle a travaillé comme une espèce de revendication de la périphérie, de s'adresser au centre. Maintenant, c'est le centre qui se trouve en quelque sorte dépendant de façon de plus en plus réflexive et de plus en plus consciente de la périphérie. C'est particulièrement important, puisqu'il y a plusieurs anthropologues dans l'audience, dans l'auditoire, que la position même de ce qu'on appelait avant les peuples autochtones
s'est considérablement modifié, puisqu'il représentait en quelque sorte le passé, et maintenant il représente assez largement des hypothèses, des possibilités sur l'avenir. Et l'ensemble des relations, disons, qui organisaient la discussion entre le centre et la périphérie s'est modifié dans la mesure où le centre réalise, avec une certaine angoisse, qu'il est envahi, dépendant, inséré à l'intérieur de ce qu'il essaie justement avant de rejeter à sa périphérie et qu'il ne peut plus rejeter puisque la périphérie est en lui, en quelque sorte. Et au fond, la crise écologique est l'incorporation de tout ce qui était périphérique à l'intérieur de ce centre qui, du coup, évidemment, n'a plus aucun sentiment d'être le centre. Et c'est cette crise, cette fois-ci en Europe et en Amérique, que vous connaissez bien, les années Trump aussi bien que l'illibéralisme général en Europe, qui est expliquée par cette suppression, en quelque sorte, de la possibilité de mettre les choses à la périphérie. Toutes les choses rentrent à l'intérieur de l'ancien centre qui s'en trouve profondément perturbé. Donc, voilà un début de discussion. Alors, comment est-ce qu'on va mettre ensuite la question du pape dans cette affaire et la question théologique? Ça, c'est une autre question que nous allons discuter peut-être après. Je ne sais pas si vous voulez des réponses courtes ou pas. Je pense, professeur, que de ce que j'ai compris, c'est très bien comme ça. Néanmoins, il y a un délai technique pour la traduction. Donc, on attend ce temps-là pour que la deuxième question soit posée, je crois. Oui, vous êtes loin. C'est ça. Pas vous, mais le reste des autres. No, sí. Justamente a veces lo que se discute acá en Argentina, yo no sé cuánto Argentina a veces como productor de alimentos está consciente de estas relaciones centro-periferia y porque a veces parte del debate en Argentina si somos simplemente productores de alimentos o si es alimento lo que estamos produciendo, ¿no? Cuando enviamos soja y ese tipo de productos al resto del mundo. Una cuestión que por ahí podría estar en relación en estas relaciones centro y periferia y a lo que queríamos un poco plantear también con la cuestión religiosa es el Laudato Si es justamente una encíclica ambiental, ¿no? Producida por un papa periférico, ¿no? Por el Papa Francisco, que justamente es argentino y tal vez el primer papa fuera de Europa, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿cómo juega la encíclica del Papa? ¿Cómo considera usted que juega la encíclica del Papa del fin del mundo, Laudato Si, en medio de un colonialismo político y económico, pero también intelectual, ¿no? Que l'élection, que l'on peut dire miraculeuse, de Bergoglio comme pape est une illustration exacte de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il était périphérique pour les Européens, mais comme il ramène dans ses bagages d'Argentins assez au fait aussi de la théologie de la libération et d'une autre tradition jésuite, celle de la colonisation et celle de la décolonisation, plus toutes les épreuves de la dictature, finalement, et que dans ses bagages, il ramène en 2015 la question écologique, qui était bien sûr un peu traitée auparavant par Jean-Paul II, par Benoît XVI, mais d'une façon très scolastique, disons, et marginale, l'effet sur le rapport centre et périphérie, de nouveau, s'est complètement transformé, puisque c'était ce pape qui ramenait la question fondamentale, et il ne la ramenait pas simplement en Europe, il la ramenait à l'intérieur de la théologie fondamentale et de la spiritualité. Et ce qui a beaucoup surpris et qui a, en un sens, énormément choqué les chrétiens et enthousiasmé certains écologistes en Europe, c'est le fait d'avoir enfin, d'une façon beaucoup plus claire que les écologistes européens l'avaient fait,
le lien entre la critique sociale, pour le dire simplement, et la critique écologique, et d'utiliser pour faire ce lien, non pas ce que beaucoup d'entre nous pouvaient faire, mais quelque chose de puissance mythologique et prophétique très grande, puisqu'il a réutilisé la tradition catholique pour exprimer ce cri de la terre et des pauvres qui n'avait pas été entendu. Donc il y a quelque chose de très important dans l'arrivée du pape à Rome, en quelque sorte, c'est qu'il transporte la périphérie à Rome et il en modifie le lien entre centre et périphérie, puisqu'il impose aux catholiques et plus largement aux chrétiens et aux citoyens ordinaires la présence de ce qui n'est plus la périphérie, mais qui est la terre en souffrance, en cri. Donc, on peut considérer, enfin, je considère, dès que j'ai vu le texte de Laudato Si, qu'il s'agissait d'un acte majeur de rénovation. Alors ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, de rénovation aussi bien de la question écologique que de la prédication apostolique, disons, c'est-à-dire à l'intérieur même de la théologie. Et le fait qu'il soit justement quelqu'un qui vient troubler le rapport entre périphérie et centre, en amenant au centre même, à Rome, la question qui avait été, disons, négligée ou mise de côté de la Terre, finalement l'immanence de la Terre, me paraît d'une immense importance, et il a redoublé l'intérêt spirituel, anthropologique et politique lorsqu'il a tenu cette cérémonie avec des peuples autochtones de l'Amazonie à Rome même l'année dernière. Il y a là quelque chose de très important au moment de tout ce débat sur l'Amazonie. Donc, je considère que oui, l'effet de Laudato Si sur, on peut dire de façon assez générale, la conception du monde, l'irruption de la planète, qui sort de sa périphérie pour redevenir ce dans quoi nous nous trouvons, est largement due à cet acte qu'il faut appeler, je crois, prophétique. Même, la preuve d'ailleurs, c'est que les catholiques font tout leur, français en tout cas, pour ceux que je connais, font tout ce qui est possible pour essayer d'ignorer le pape et d'ignorer Laudato Si et d'ignorer la question qu'il soulève. Muchas gracias, profesor Latour. Para continuar, querría quizás tomar otra de las grandes sentencias o frases del Papa Francisco en términos globales y geopolíticos. Recién hablábamos y referíamos a la cuestión de la encíclica y el medio ambiente, pero otro que es muy temprano en los planteos del Papa, que es que estamos en una tercera guerra mundial en cuotas. Y entonces, para ir directamente a la pregunta, consultarle, en este escenario de tercera guerra mundial en cuotas, ¿cuál cree que puede ser el papel que puede jugar el diálogo ciencia-religión en una nueva diplomacia para evitar el fin del mundo? Y a su vez, ¿cómo ve el liderazgo del Papa Francisco y de la ciencia en relación a esto, y cuáles son los puntos fecundos de este vínculo y también los límites por cada lado? Je ne suis pas dans la diplomatie vaticane. Je n'ai aucune idée du poids du pape. Vous vous rappelez la phrase de Staline, le Vatican, combien de divisions? Donc, il n'est pas question de mettre le pape, de lui donner plus de pouvoir qu'il n'a. Ce qu'il a manifesté, c'est le changement de géopolitique. C'est-à-dire que les situations de guerre, disons, puisque ce sont des choses que les Argentins connaissent bien, dans la mesure où la colonisation de l'Amérique latine a été le centre de cette conception des États
qu'on appelle les États westphaliens, la guerre et la paix se situaient entre ces États. Et ça continue, bien sûr. Il y a toujours ces relations étatiques. Mais, puisque vous êtes spécialiste, Santiago, de la question de la fin du monde, vous savez aussi que cette fin du monde, c'est la fin des nations, dans la mesure où les États, aucun État maintenant ne parvient à tenir à l'intérieur de ses frontières les multiples entranchements, comment est-ce qu'on dit, empiètements des autres États, si on prend en compte les questions nouvelles que l'on appelle écologiques. C'est-à-dire que ni le soja dont on parlait, mais pas plus le climat, pas plus le virus du Covid, pas plus les questions de l'eau, de mines ou de mer ne tiennent à l'intérieur de ces États. Donc, je ne sais pas si on peut parler de troisième guerre mondiale. Il y en aura peut-être une, je n'ai aucune compétence pour en parler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une guerre généralisée qui porte sur l'inadaptation des États-nations à tenir les problèmes, les sujets de concernement, les affaires, disons, écologiques. Et que donc, nous sommes tous divisés parce que nous appartenons simultanément à des guerres géopolitiques à des échelles multiples qui varient en plus en fonction du sujet. C'est évident que la question du Covid n'a pas la même consistance géopolitique que celle du climat, qui est un peu plus organisée, parce que le climat porte sur des gaz qui se répandent dans l'atmosphère, et donc s'égalise en quelque sorte, donc ça donne une dimension géopolitique différente. Mais encore une fois, sur l'alimentation, on a une toute autre géopolitique. Donc je crois que plutôt que de parler de troisième guerre mondiale, en imaginant la répétition en quelque sorte de ce qui s'est passé, hélas, au XXe siècle, il faut penser quelque chose d'autre, qui est la multiplication des combats et des guerres, et c'est vraiment des guerres, sur l'occupation de l'espace à toutes les échelles, que ce soit aussi bien Monsanto en Argentine que l'Argentine en Bretagne, que la Bretagne avec les virus et les algues vertes, c'est un gros problème de pollution de notre pays. En quelque sorte, du fait qu'il n'y a plus l'ancien rapport avec des nations occupant un territoire, mais ces superpositions sujet par sujet, on est en situation de guerre. Alors, guerre, c'est un terme qu'il faut utiliser en la rapprochant toujours de sa définition technique, qui est celle de Schmitt. Ce n'est pas une guerre forcément sanglante, c'est une incertitude sur les relations entre les parties, parce qu'il n'y a pas d'arbitre. Or, c'est justement le cas sur toutes ces questions écologiques, il n'y a pas d'arbitre. C'est le thème central de Face à Gaïa que citait Nestor Bory tout à l'heure. Comme il n'y a pas d'arbitre, on est en situation de guerre. Alors qu'avant, on avait l'idée que, oui, il y a la guerre au sens de la guerre extra-nationale, et puis à l'intérieur d'un État, on est en situation de police, de relation de police. C'est la définition canonique de Schmitt. Et maintenant, évidemment, c'est tout à fait différent, parce que je discutais l'autre jour avec une des habitants d'un des ateliers que nous faisons dans la province française, et elle disait, je viens d'acheter une voiture électrique, j'étais très content, je pensais que je faisais un geste vert, mais je m'aperçois maintenant que je suis en train de détruire les mines de lithium du Chili. Donc, elle se retrouvait brusquement associée à une guerre géopolitique qu'elle n'avait pas du tout prévue, et à l'intérieur duquel elle était un citoyen en lutte avec le fabricant de voitures Renault, la définition de l'État français et l'État chilien. C'est là où la généralisation de l'état de guerre me paraît se manifester. Alors,
est-ce que le pape travaille ces questions? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas rencontré le pape, je ne peux pas te dire. Algo que nos impactó cuando estudiábamos su libro era justamente esa concepción de guerra, ¿no? Y que justamente es una, en vez de hablar de paz, es como una guerra para justamente mantener la paz, ¿no? Y otra de las cuestiones de las que usted habla es eso, y que a veces nosotros discutimos, es cómo generar justamente esa cosmopolítica, ¿no? Esa diplomacia cosmopolítica entre justamente mundos que no necesariamente se entienden, o sea, el de las empresas, el de los estados, el de las diferentes religiones. Y después otra cuestión, tal vez también pegada, es esa como antinomia entre ecología y desarrollo, ¿no? Especialmente en Latinoamérica, el desarrollismo de los años 50, 60 fue realmente fundamental incluso para el despegue de Latinoamérica, en especial de Argentina. Pero claro, hoy nos encontramos que cualquier intento de crecimiento económico trae un problema ambiental y uno no quiere... y uno queda como en la encrucijada, o sea, quiere mayor desarrollo para justamente lograr más equidad, pero al mismo tiempo eso parecería traer un problema ambiental que obviamente tampoco uno quiere entrar, o sea, entonces parecieran todas como esas cuestiones de antinomias, ¿no? Immense, Orlando, je ne suis pas tout à fait capable d'expliquer cette affaire. C'est plus qu'une antinomie. Je crois que la situation change assez rapidement. J'ai fait cette année à Taipei une exposition qui s'appelle You and I don't live on the same planet. Nous ne vivons pas sur la même planète, précisément pour essayer d'aborder cette question qui n'est pas du tout un simple débat entre extractivistes et disons, écologistes. C'est le fait que maintenant, comme on l'a vu pendant les années de Trump, la définition même de la planète est l'objet de la guerre. Avant, on avait quand même l'idée qu'il y avait une planète à l'intérieur duquel il y avait des opinions différentes et qui pouvaient quand même peut-être, disons, être d'accord pour être en désaccord, selon la phrase classique du libéralisme. Or, maintenant, on est dans une situation de contradiction, de débat de planète. C'est-à-dire que la planète où vivent les gens qui ont soutenu et qui soutiennent encore M. Trump n'a pas les mêmes composants, n'a pas le même climat, n'a pas la même histoire, n'a pas le même passé que la planète où on vit en France, où on vit en Argentine, etc. Donc, l'intensité du dissentiment politique s'est considérablement accrue. Mais en même temps, et c'est là où la situation change peut-être plus rapidement qu'on croit, c'est l'ensemble du principe même de développement qui est en question. Il y a longtemps qu'il est mis en question par les critiques, naturellement. Mais le Covid, enfin la crise du Covid, je ne sais pas comment elle a traversé et travaillé l'Argentine, mais elle a beaucoup travaillé l'Europe, et elle travaille toujours l'Europe, sous un aspect important qui est le doute généralisé sur l'économie. Et pas l'économie simplement au sens, disons, de la marche des affaires, mais de l'économie comme principe d'analyse et de compréhension du monde. C'est le moment pour nos amis anthropologues de saluer peut-être ici la mémoire de Marshall Salins, le grand anthropologue qui est mort la semaine dernière et qui avait tellement fait pour la critique justement de l'économie comme cadrage. Donc, il y a évidemment toujours le débat habituel entre développement et écologie, mais il s'est transformé parce que le doute s'est introduit sur la capacité de
quelque question que ce soit formulée en termes économiques, de définir la situation. Je ne sais pas si vous avez vu dans le New York Times ce très joli article sur le nombre de revues, sur les 74 000 articles de revues d'économie, il y en a 0,014% qui portent sur la question climatique. Évidemment, c'est un indice, mais il est assez typique du complet décalage entre la pensée économique, l'idée même de situer les questions sous les formes économiques, et ce que maintenant la plupart des gens dans tous les pays commencent à saisir comme une autre façon d'aborder les questions que j'appelle ou qu'on appelle écologiques. C'est pas forcément le bon terme, mais donc là il y a maintenant, c'est plus une antinomie, c'est pas on se développe économie ou écologie, c'est l'économisation comme principe de compréhension des relations que nous entretenons les uns avec les autres, qui est en train d'être attaqué de toutes parts. Et le Covid a accéléré cette chose que tous les anthropologues travaillaient et connaissaient déjà. Donc maintenant, la situation n'est pas est-ce qu'on doit faire de l'économie ou est-ce qu'on doit faire de l'écologie et du social. La question, c'est sortir de l'économie comme principe d'analyse des relations. Donc, réécologiser devient une espèce de nouveau langage ou de nouvelles saisies anthropologiques des relations. Et je pense que c'est là la ligne de conflit. C'est une ligne de conflit qui m'intéresse beaucoup parce que je travaille là-dessus sur disons, qu'on pourrait appeler l'irruption d'une classe écologique, en prenant classe au sens de Norbert Elias, c'est-à-dire une classe qui ressaisit le principe de la civilisation d'une autre façon. Et donc, je pense que maintenant, on voit émerger une espèce de lutte de classe qui est à l'intérieur des luttes de classe au sens, disons, classique, les classes, disons, économiques, mais aussi une lutte de classe, une espèce de double lutte de classe sur la question pour se détacher, en quelque sorte, se défaire ou attaquer, combattre, faire la guerre à l'économisation. Et je pense que ça, c'est une direction très, très importante, une espèce de formation multiple de tas d'éléments pour le moment très divers, mais qui, pour reprendre l'expression de Norbert Elias, reprennent la question classique du procès de civilisation, puisque les économistes, les producteurs, les extractivistes associent maintenant la notion de production à la destruction. Donc, ce n'est plus la question de savoir si on va produire ou pas. La question, c'est production égale destruction. Donc maintenant, la nouvelle conscience, disons, du procès de civilisation, alors qu'on est évidemment, apparemment, quand on lit le journal et qu'on regarde la télévision dans un processus de décivilisation extraordinairement brutal et extrêmement troublant, il y a bien aussi l'émergence d'une espèce d'autre vision qui n'est pas fondée du tout sur l'économie, qui n'est pas du tout fondée sur la production, qui est fondée sur ce que j'appelle les pratiques d'engendrement et qui lutte partout, à des tas d'échelles différentes, avec la production, disons, pour le dire vite. Donc, ce n'est pas une réponse, Rolando, parce que la question est énorme, mais c'est une piste que je poursuis. Obviamente, o sea, es indefectible que es una pregunta difícil de responder y el que encuentre esa solución, ¿no? Realmente encuentra ahí pero sí me parece muy interesante lo que dice y creo que es algo en lo que hay que seguir trabajando y pensando eso. Vamos llegando al final. Unas últimas preguntas. Usted hablaba de que no hay árbitro y que cuáles son los marcos. Entonces,
cerrando un poco una pregunta quizás un poco más personal en un punto. ¿Qué es para un científico como usted la idea de Dios y de lo sagrado en esta discusión, por un lado? Y por otro lado teníamos esta pregunta: ¿qué libro de teología le recomendaría a los científicos y en particular a la gente de ciencias sociales? Y también, ¿qué libro de ciencias sociales o de ciencia le recomendaría al Papa Francisco? Y Néstor, ¿y si le recomendaría el Laudato Si a leer a los cientistas sociales? Eso est plus facile. Beaucoup de scientifiques lisent Laudato Si. Précisément parce qu'ils y trouvent quelque chose qui est assez éloigné du style de leur du style scientifique, évidemment, mais aussi du style religieux. Disons, si vous comparez le style de Benoît XVI parlant de l'écologie à Bergoglio parlant de l'écologie, ce n'est pas du tout le même style. Et je ne sais pas si vous connaissez l'admirable livre de Amita Ghosh, The Great Derangement, où il compare le style de Laudato Si avec le style de l'accord de Paris. Et c'est très intéressant parce qu'il montre que l'accord de Paris n'a absolument aucune vertu de conviction, de spiritualité, d'élan, de volonté, alors que le texte de Laudato Si fait tout ce travail de façon beaucoup plus, disons, efficace. Donc, il y a un problème de style. Je n'associe pas du tout, pardon, excusez-moi, je n'associe pas du tout Dieu et le sacré. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas vraiment un personnage qui m'intéresse beaucoup. La religion chrétienne m'intéresse, mais pas du tout parce qu'il y a Dieu dedans. C'est une autre conversation que nous pourrions avoir. En revanche, ce que ouvre de façon assez claire la nouvelle situation périphérie-centre au sens de Gaïa et les humains, le confinement, qui est le sujet du livre que j'ai publié il y a quelques mois, c'est d'ouvrir à la théologie et à la prédication une piste qui avait été ouverte à un moment par la théologie de la libération en Amérique latine, puis, comme vous le savez, refermée violemment par le magistère, qui est cette fameuse question de l'immanence, puisque, au fond, la redécouverte de la question écologique, c'est la redécouverte de l'immanence comme principe théologique associé à toute la tradition et en particulier au thème ou au dogme de l'incarnation. Donc, il y a un renouvellement assez profond à imaginer. Et si j'avais un conseil, pour répondre à votre question un peu étrange, si je pouvais me permettre de donner un conseil de lecture au pape François, c'est de revenir, probablement qu'il le connaît, hein, à ce texte admirable d'Éric Voegelin qui s'appelle « La nouvelle science du politique », « The New Science of Politics », parce que tout le travail de Voegelin est de lutter en philosophie politique contre la même chose contre laquelle lutte le pape Bergoglio, qui est la transcendance. Ce que Voegelin appelle la mauvaise transcendance, l'immanentisation, il appelle ça, la confusion entre le monde du haut et le monde du bas, c'est-à-dire ce thème au fond du paradis sur terre, qui est associé à la tradition gnostique pour Voegelin. Il y a là un puissant allié pour la théorie du pape, enfin la spiritualité du pape, en sciences sociales, même si Éric Voegelin n'est pas toujours reconnu comme un très important penseur, alors que je pense que c'est un très important penseur. Et j'ai été très impressionné par un livre qui est très mal écrit, mais très important, parce qu'il vient aussi de la tradition d'Amérique latine, qui m'a été conseillé par Eduardo Vivero de Castro, par un pasteur anglican qui s'appelle West Heller,
qui est assez peu connu, enfin pas du tout connu même, mais qui est très proche de la théologie de la libération et qui a surtout compris que, et ça c'est intéressant Nestor pour votre question sur la fin du monde, que les thèmes chrétiens associés au temps et à la prolongation du temps avaient été exagérément surdéterminés. Et que toutes ces questions d'apocalypse, de fin du monde, de fin dernière, etc., d'eschatologie, oubliaient la dimension spatiale et insistaient beaucoup trop sur la question temporelle. Et dans ce livre, Westphal montre très bien que, au fond, l'eschatologie, ça n'est pas la fin des temps, c'est l'espace, c'est la limite spatiale, c'est là où vous êtes. Et c'est la présence, non pas du futur, mais la présence de l'instant ici même. Et il y a une rénovation, d'après lui, de la prédication autour de cette question de l'espace et non pas du temps. Il écrivait ça, je ne sais pas s'il était très inspiré par la question écologique, mais certainement le lien avec la découverte ou la prophétie de Laudato Si est très fort. À partir du moment où on est confiné à l'intérieur du monde terrestre, de la zone critique, toutes les questions d'espace redeviennent beaucoup plus importantes que les questions de la fin. Donc l'eschatologie change de sens. Alors, je ne sais pas si ça intéresserait, je ne pense pas que le pape connaisse ce texte, mais c'est un texte très important. Alors, il y avait une première question, je crois, sur le... Mais j'ai oublié, il fallait que je donne des conseils, je ne sais plus à qui, aux scientifiques. Gracias, profesor. Ya cerrando, queremos decirle un comentario sobre el fin del mundo. Nosotros entendemos que el fin del mundo, más que señalar la catástrofe final, señala los momentos decisivos y una narrativa para poder atravesar esos momentos de decisión, ¿no? Esas son las cosas últimas, las decisiones que debemos tomar. Le agradecemos muchísimo, lo invitamos a tomar un Malbec en Argentina cuando sea posible. Vamos cerrando, le queremos agradecer muchísimo a Walter, la traducción también, se ha ganado créditos de doctorado y alguna indulgencia plenaria también, en los dos rubros, y esperamos poder seguir. Gracias también Marcus y Simone desde Alemania, y muchísimas gracias, doctor Latour. Néstor, muchas gracias también de nuestro lado, muy amables, muy Néstor, bueno. Gracias. Perdón, tengo que pedirte que digas nuevamente el principio de tu frase porque estaba con problemas aquí en el micrófono. Entonces, el fin del mundo como narrativa. Para atravesar los momentos decisivos. El fin del mundo no nombra tanto la catástrofe como tener una narrativa, una conversación para atravesar los momentos decisivos de las personas y de los pueblos y del mundo. C'est un des thèmes, un chapitre entier de Face à Gaïa sur cette question. C'est l'eschatologie, et non pas l'attente de la fin du monde. L'eschatologie est nécessaire pour aborder sans désespoir cette situation. Je suis tout à fait d'accord. Excusez-moi. Je suis tout à fait d'accord avec cette affaire. Simplement, ça pose pas mal de questions aux chrétiens, parce qu'il faut redonner à l'immanence sa force. Et surtout, il faut sortir de ce que Voegelin appelle l'immanentisation. Et ça, c'est un travail que j'ai essayé de commencer avec Face à Gaïa, mais que je poursuis en ce moment avec des théologiens en France, des tas d'amis théologiens, parce que c'est très, très important. Et ça permet de situer, si on avait eu plus de temps, on aurait pu en discuter, ce qui s'est passé en Argentine et au Brésil avec les théologies de la libération. C'est-à-dire quel est sur quoi elles achoppaient et quelle est la situation maintenant
différents. Donc, mon interprétation, j'ai publié un article dans Esprit dans quelques jours, c'est que quand même, la situation écologique au sens de Gaïa, disons, ouvre une possibilité pour la prédication qui lui permet d'échapper, disons, à son rapport très compliqué et très délétère, on peut dire, avec la cosmologie. Comme la cosmologie des scientifiques change, puisqu'on est à l'intérieur de la zone critique, c'est l'occasion aussi pour les théologiens et les prédicateurs de modifier leur discours. Voilà un peu l'argument dans lequel il faudrait aller. Je ne sais pas si j'ai clarifié la question. Bueno, yo le comento, cuando yo leí la Laudato Si, dije, ¿el Papa leyó a Latour o Latour lo asesoró? Me pareció muy en línea con algunas cuestiones. Pero bueno, también ya tenemos que terminar, pero sí le tomamos la palabra y por ahí en un futuro podemos ponernos a discutir sobre y a dialogar sobre la teología de la liberación en Latinoamérica en otra reunión. Y bueno, igual que Néstor, igual que todos, obviamente le agradecemos este tiempo que compartió con nosotros. Merci à tous. Merci. Merci à Walter Princeton d'avoir traduit. C'était avec plaisir. Merci beaucoup. Votre nom est presque Princeton, mais très différent. Ça s'écrit différemment de Princeton. L'université de Princeton. Oui, c'est vrai. Très bien. Au revoir. Merci. Bon courage. Bon courage. Il faut beaucoup de courage aux Argentins. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profesor Latour. Bye bye.